ouverte. Nous avons l'honorable David McGuinty, président du comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement, ainsi que Sean Jorgensen, directeur des opérations, secrétariat du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Thank you both very much for being here. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur McGuinty. Vous pouvez nous faire part de votre discours préliminaire. Vous avez jusqu'à 7 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président et honorable membre du comité. Je vous remercie de votre invitation à comparaître aujourd'hui. Je vais vous parler du travail du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, ou CPSNR, or in English known as NSICOP. As this is my first time before. Étant donné que c'est la première fois que je comparais devant le comité, je vais vous donner un bref aperçu du CPSNR, puis je vous présenterai notre rapport annuel de 2020 ainsi que notre examen de l'ingérence étrangère en 2019. J'aborderai également les recommandations que nous avons formulées pour assurer l'intégrité de nos élections. Comme vous le savez, le CPSNR a été créé en 2017 et est composé de parlementaires des deux chambres du Parlement. Les membres sont tous titulaires d'une habilitation de sécurité très secret et sont tenus au secret de manière permanente en vertu de la loi sur la sécurité de l'information. Nous ne pouvons pas invoquer le privilège parlementaire en cas de divulgation non autorisée d'informations classifiées. Principal du comité est de mener des examens du milieu de la sécurité nationale et du renseignement et des organismes qui le composent. Les rapports du CPSNR sont unanimes et non partisans. Notre rapport annuel de 2020 était principalement axé sur les menaces pour notre sécurité nationale. Qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années et quelle a été l'incidence de la pandémie sur ces menaces? Security and Intelligence. Les organisations de la sécurité et du renseignement ont décrit 5 menaces principales qui pèsent contre la sécurité nationale du Canada lorsque notre comité a commencé ses travaux en 2018. Il s'agissait du terrorisme, de l'espionnage, de l'ingérence étrangère, des cybermenaces, du crime organisé et de la prolifération des armes de destruction massive. Je me concentrerai sur l'espionnage et l'ingérence étrangère et les cybermenaces comme les plus intéressants pour ce comité, mais je vous inviterai à consulter le rapport au complet. L'espionnage implique le vol d'informations, tandis que l'ingérence étrangère consiste à utiliser des moyens clandestins ou des menaces pour promouvoir plutôt un certain objectif. Cependant, leurs auteurs les poursuivent souvent en tandem. Le comité a effectué un examen de l'ingérence étrangère au Canada en 2019. Il a constaté que l'ingérence étrangère constituait une menace importante pour la sécurité du Canada, ce qui continue d'être le cas aujourd'hui. La pandémie a également créé des occasions pour les États étrangers de cibler le secteur de la santé du Canada, plus particulièrement dans le domaine du développement de vaccins. Pour ce qui est En ce qui concerne les cyberactivités malveillantes, le Canada est confronté à un large éventail de menaces. Je note que le comité procède actuellement à un examen de la cyberdéfense du gouvernement. La Russie et la Chine demeurent les plus importantes menaces sophistiquées et parrainées par l'État, ciblant les systèmes gouvernementaux et non gouvernementaux. Les acteurs étatiques mènent également des campagnes de désinformation en ligne au Canada et chez nos alliés. Permettez-moi maintenant de passer à notre revue examinant la menace d'ingérence étrangère au Canada et la réponse du gouvernement à cette menace. Le comité a convenu de concentrer ses efforts sur l'ingérence étrangère traditionnelle de personne à personne. D'un intérêt particulier pour ce comité, nous avons souligné l'opération Fox Hunt de la Chine. Il s'agit d'activités de rapatriement clandestin et coercitif visant des fugitifs économiques apparents et des fonctionnaires corrompus, y compris au Canada. Les responsables chinois de la sécurité mènent cette campagne de plusieurs façons, notamment en collaborant avec la GRC pour organiser des rencontres avec des fugitifs et afin de soi-disant recueillir des preuves et discuter de leur cas. En réponse aux activités de Fox Hunt, l'Affaire mondiale Canada a créé un groupe de travail interministériel qui s'est réuni régulièrement pour discuter de la campagne. La GRC a imposé des critères, notamment. À la menace d'ingérence étrangère qui est importante et soutenue.
se faisait au cas par cas et que notre mobilisation auprès des autres ordres de gouvernement et du public canadien était limitée. Le comité a recommandé que le gouvernement élabore une stratégie pan-gouvernementale pour contrer l'ingérence étrangère et renforcer la résilience des institutions et de la population, décrite au paragraphe 297. En ce qui concerne plus particulièrement le risque d'ingérence étrangère dans nos processus démocratiques, permettez-moi d'aborder le rapport de Jim Judd, rédigé conformément au protocole public en cas d'incident électoral majeur. Les États qui tentent de s'ingérer dans les processus électoraux du Canada recourent à plusieurs méthodes, y inclut essayant d'influencer les mises en candidature dans les circonscriptions, ou de promouvoir un candidat ou de nuire à un autre. Il peut aussi s'agir d'efforts visant à attiser la haine ou à accentuer les différences partisanes. Mr. Chair, this happens to... Cela arrive à tous les partis, à tous les niveaux de gouvernement. Le comité a appuyé les recommandations visant à rétablir le protocole public bien avant la prochaine élection fédérale et à étendre son mandat à la période précédant l'élection. Le comité a également estimé que le gouvernement devrait envisager de s'assurer que le mandat du protocole d'inclure toutes les formes d'ingérence étrangère, envisager d'inclure des Canadiens éminents comme membres du comité, s'assurer que tous les parties comprennent l'objectif du protocole et le but de celui-ci, processus pour soulever une question potentielle et examine comment le groupe d'experts informerait les Canadiens d'un incident d'ingérence étrangère. Monsieur le Président, les menaces à la sécurité du Canada sont fluides, elles changent. Ce sont toutes des choses auxquelles nous, parlementaires de tout éventail politique, devrions continuer à prêter attention et à chercher des moyens de répondre par le biais de nos audiences, de notre travail sur la loi et de notre engagement auprès des Canadiens. Donc, je veux vous rappeler que ces rapports sont de 230 pages. Il y a 456 paragraphes et dans l'autre, 120 paragraphes. Et il y a 28 000 pages de documents qui ont été consultés pour les rédiger. Merci, M. McGuinty. Notre premier tour des questions avec M. Paulus pendant 6 minutes. Merci, M. le Président. Bonjour, M. McGuinty. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le rapport est assez clair, c'est limpide. Puis en plus, le rapport qui est public ne contient pas l'information qui est critique. Donc, l'information top secrète n'est pas disponible, évidemment. Mais là-dessus, pour vous aider un peu à nous éclaircir, j'aimerais faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Australie. On parlait de l'Australie dans votre rapport. L'Australie a été victime de cyberattaques contre le Parlement australien, les partis politiques australiens. Et également, il y a un paragraphe dans votre rapport qui mentionne qu'il y a eu une attaque directement là, en pleine pandémie, il faut se le rappeler, là, en juin 2020, l'année passée, sur une attaque à grande échelle sur des entreprises, des hôpitaux, des écoles et même des fonctionnaires qui ont été ciblés directement. Donc, ma question, est-ce qu'on peut faire un parallèle? Est-ce que le Canada peut se positionner face à ce qui s'est passé en Australie et est-ce qu'on pourrait subir exactement le même genre d'attaque? Merci beaucoup pour la question. La réponse simple est oui. Tout est possible au Canada. Nous avons cité en 2019, dans la recommandation principale au gouvernement, l'exemple de ce que l'Australie a fait pour créer un système plus centralisé, plus coordonné, un leadership coordonné pour faire face à tout ce qui touche la question d'ingérence étrangère. Et nous avons mis de l'avant ce modèle pour la considération du gouvernement. Évidemment, je pense que le ministre Blair a fait circuler un document de 18 ou une vingtaine de pages au mois de décembre pour décrire ce que le gouvernement a fait depuis l'issue de ce rapport. Mais pour répondre simplement, avec ce qu'on a vu, tout est possible. OK. Puis, bon, actuellement, ce qu'on voit au Canada, on regarde ce qui se passe au niveau de la défense, au niveau des différents ministères.
je crois qu'il y a urgence de regrouper nos actions parce qu'actuellement, on travaille beaucoup en silo. Je sais que la loi C-59 a été mise en place il y a 2-3 ans pour essayer d'aider, mais il y a peut-être une façon de faire canadienne qui peut nous causer des problèmes parce qu'on a souvent aussi une attitude de penser qu'on n'est jamais l'ennemi de personne. Mais ce qu'on voit dans votre rapport, c'est assez clair. On est victime aussi d'énormément d'attaques. Et pas seulement de la Chine. Il y a la Chine, évidemment, mais on est ici aujourd'hui de parler de la Chine, mais il y a la Russie. Moi, ce que je voudrais voir, dans le rapport, on mentionne également que la possibilité d'attaque provient lorsqu'il y a des conflits. On vous parlait dans votre rapport lorsqu'il y a un conflit armé, par exemple, avec un des États. Mais là, actuellement, on a vu aux États-Unis qui ont été attaqués directement sur leur pipeline, puis il n'y avait pas de conflit ouvert. Donc, au Canada, est-ce que notre système pétrolier, hydroélectrique, pourra avoir le même genre d'attaque, même s'il n'y a pas un conflit armé en tant que tel? The 2020 report. Le rapport de 2020 présente les risques inhérents à l'infrastructure canadienne. On souligne ce qui se passe dans les administrations. On dit que le CST a joué un rôle déterminant pour détecter la menace qui pesait aux États-Unis. Alors, dans le rapport, nous exposons clairement l'étendue des menaces. Nous avons également des recommandations pour traiter, et notamment, pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, on a besoin d'une approche pan-canadienne centralisée, coordonnée pour traiter de cette question d'ingérence étrangère dès maintenant. Interférence au niveau électoral. Là, actuellement, vous parlez d'influence à différents niveaux de gouvernement. Ici, on se concentre beaucoup au niveau fédéral, mais il reste qu'au Canada, nos provinces sont assez indépendantes dans dans leur gestion des provinces et je crois, pour avoir eu des discussions avec certaines personnes, qu'il y a des inquiétudes énormes au niveau des gouvernements provinciaux parce qu'ils sont aussi victimes de cyberattaques et d'influence sur le territoire. Donc, est-ce que vous avez dans vos recommandations également pointé une façon de faire qui pourrait aider nos provinces? Oui, nous avons en 2019 décrit clairement les défis vis-à-vis le fédéral et la communication des risques avec autres ordres de gouvernement au Canada et le public canadien. Dans ce qu'on a fait en réaction avec le rapport Judd, nous avons aussi fait des recommandations pour améliorer la composition et le mandat du panel qui a été créé pour recevoir des plaintes ou recevoir de l'information s'il y a un problème cyber ou autre pendant une élection fédérale. Mais on a énormément de progrès à faire parce que nous avons clairement constaté dans le rapport que l'ingérence étrangère dans notre système politique, nos élections, a lieu dans tous les partis politiques dans notre Chambre des communes et a lieu à tous les ordres des gouvernements. Excellent. Dernière question rapidement. Est-ce que vous considérez que l'Armée de libération populaire de Chine est un acteur important derrière les cyberattaques? Parce que dans votre rapport, vous ne parlez pas spécifiquement de l'Armée populaire de Chine. Si je peux, Monsieur le Président, est-ce que je pourrais demander à Monsieur Jorgensen de répondre à cette question? Je pense qu'il a plus à dire là-dessus. Actually, I'm sorry. Je suis désolée. Nous sommes à la fin du temps de parole de M. Paulus. On a dépassé 6 minutes. Maintenant, je vais passer à M. Frascatos. 6 minutes. Merci, M. le Président. Oh. Tout va bien, donc je n'ai pas entendu de regret dans votre voix. Merci d'être ici à nos témoins. Merci, M. McGuinty, M. Jorgensen. M. McGuinty, que pouvez-vous nous dire au sujet de l'intégrité du processus électoral au Canada? Vous l'avez évoqué au début de votre déclaration. J'aimerais vous entendre davantage sur l'intégrité électorale au Canada. Réponse. Si on prend le rapport à la page paragraphe 12 de notre rapport annuel 2020, on peut voir une description
des incidents, des protocoles publics qui ont été mis en place et la création d'un panel d'experts de 5 personnes présidé par le greffier du conseil privé et qui appelle les Canadiens à être sur leur garde. Et lorsque ça a été constitué, on parlait d'informations sur les activités d'ingérence cybernétique autour de l'élection fédérale. Le rapport a été préparé par Jim Judd, l'ancien directeur de SCRS, et ce rapport a été envoyé au CPSNR pour examen. On a formulé des recommandations. Et par le biais du gouvernement, du premier ministre, on a réussi à, on a amélioré la composition de notre panel et au paragraphe 70 de notre rapport. On fait référence au fait que la Chine a probablement lancé des attaques contre le Parlement australien et contre les partis politiques là-bas avant l'élection là-bas et comme on l'a vu également aux États-Unis de la part de la Russie en 2016. J'ai une question générale sur 3 choses: espionnage, ingérence étrangère et cyberattaque. Dans quelle mesure le Canada travaille de concert avec d'autres nos alliés pour contrer l'impact de ces activités sur notre démocratie? Réponse. Je crois qu'on peut dire que dans notre examen de 2019, on a indiqué qu'on a beaucoup à faire à chapitre coopération entre les paliers fédéral, provinciaux et locaux. On doit également, comme on l'a dit, sensibiliser les Canadiens quant à cette menace. Ce qu'on a fait, c'est de mobiliser le G7. On a créé un mécanisme en 2017-2018. On coordonne nos activités maintenant à l'échelle du G7. Un mécanisme de réponse rapide a été mis en place pour se tenir au courant de ce qui se passe dans nos administrations. Alors, il y a beaucoup de coopération, collaboration, mais on doit faire plus du point de vue pan-gouvernemental dans le contexte canadien. Merci beaucoup. Une dernière question. Vous avez mentionné que vous avez surtout focalisé sur le terrorisme. J'aimerais vous entendre sur la hausse de la sous-culture des célibataires involontaires, les incels. Alors, dans un rapport qui a été émis par le comité, on traite de cette question. On parle de la nature de la sécurité nationale qui évolue. La nature du terrorisme également évolue et change. J'aimerais vous entendre. Et y a-t-il des chevauchements entre la sous-culture des incels et les suprémacistes blancs? Y a-t-il un lien entre les deux? Ça a déjà été évoqué dans le passé. Bon, rapidement, je vous recommande de regarder le paragraphe de 31 à 40 de notre rapport. Nous énonçons donc la hausse du mouvement extrémisme violent, donc motivé idéologiquement. Donc, il y a eu une hausse. On parle de 6 000 donc, chaînes, groupes, comptes ont été recensés. Il y a différents acteurs. Il y a des centaines de groupes néo-nazis au Canada et maintenant, on croit que c'est jusqu'à 300. Alors, la croissance est exponentielle. C'est un risque grave à la sécurité nationale du Canada et nous avons exposé tout cela d'une façon très claire avec toute l'information que nous pouvions transmettre aux Canadiens. Il semble qu'il me reste environ 45 secondes. Alors, Monsieur McGuinty, lorsque vous dites que sur une base per capita, bon, les chiffres sont très élevés pour le Canada. Pourriez-vous en dire plus là-dessus en comparaison avec d'autres démocraties? Est-ce que nous nous démarquons dans ce sens? Alors, ce que nous évoquons aussi dans le rapport, c'est que il y a un front sur lequel le Canada est beaucoup plus actif qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'est que le dialogue avec les extrémistes n'est pas nécessairement criminel. Mais le Canada fournit une grande base à partir de laquelle
les gens peuvent se radicaliser de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Et ça, c'est l'une des tendances qui se dégagent, qui est la plus inquiétante. Ça, c'est l'un des grands changements, en fait, dans le rapport de 2020 par rapport à ce qui se passait dans le même domaine en 2018. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fragiskatos. Madame Normandin, pendant 6 minutes. Bonjour, Monsieur McGuinty, Monsieur Jorgensen. Malheureusement, j'ai pu profiter d'un court séjour chez vous qui a été très agréable et c'est un peu à regret que j'ai dû vous quitter. Et ce qui m'amènerait justement à ma prochaine question, il y a quelqu'un de chez nous qui est très intéressé à prendre la relève, Monsieur Bergeron, que je remplace justement au comité ce soir. Et je me permets en son nom de poser la question. Donc, bon, comme le comité est non partisan et unanime, il manque une voix présentement. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour sur l'avancement du dossier de M. Bergeron comme candidat? Bonsoir, Mme Normandin. Désolé de vous avoir perdu sur le comité, mais désolé aussi parce que je ne suis pas en mesure de vous informer quel est le statut de ce qui se passe au bureau du Premier ministre et du bureau du Conseil privé. Il nous manque quelques membres du comité. On a perdu 2 membres du gouvernement du Parti libéral. Et il y a des changements qui ont été proposés vis-à-vis le Parti conservateur. Donc, je pense que tout ça est en train d'être considéré par le Premier ministre et son personnel. Merci beaucoup pour la mise à jour. J'aimerais vous entendre, puisque vous en avez parlé dans vos remarques liminaires, sur la question de la résilience des institutions et de la population, à l'effet que c'est important. Lors d'une des dernières auditions du comité, il y a M. Juno Katsuya qui est venu témoigner et qui a parlé, entre autres, du rôle du SCRS, le SCRS qui tentait de sensibiliser les entreprises privées. Et c'est quelque chose que le comité a un peu réprimé, a dit, bon, le CRS a commis une erreur et M. Juno Katsuya mentionnait que non, le CRS avait bien agi dans le contexte. J'aimerais peut-être vous entendre un commentaire là-dessus. Et est-ce que c'est quelque chose qui va être changé dans le futur, la position du comité à cet effet? Un des défis que nous avons trouvé pendant notre analyse dans le domaine de l'ingérence étrangère, c'est le fait que dans plusieurs secteurs au Canada, les gens n'ont pas le droit d'entendre ou de recevoir les briefings classifiés parce qu'ils n'ont pas le niveau secret ou top secret nécessaire pour entendre ce qui se passe. Et on voit, par exemple, exactement cette même situation avec nos universités aujourd'hui. On a vu des mesures qui ont été annoncées en Alberta récemment et ça laisse beaucoup d'administrateurs, d'académiques, de présidents d'universités en se grattant la tête, un peu se demandant mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et c'est un défi que notre gouvernement doit adresser et ça fait partie de ce qu'on a identifié comme une approche pan-gouvernementale parce que je pense qu'il va falloir maintenant ouvrir un peu, mais c'est à la SCRS de définir comment le faire, avec qui le faire. Mais de plus en plus, on voit même au niveau des policiers municipaux, les polices de tous les jours ne comprennent pas souvent ce que ça veut dire l'ingérence étrangère. Et donc, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, à communiquer. Merci beaucoup. Ma prochaine question porte sur le rôle des alliés internationaux. Il y a Mme Brady qui a témoigné récemment au comité. On a parlé de la situation de l'Australie, mais j'aimerais peut-être vous entendre sur le Royaume-Uni, justement, qui vient de sortir Integrated Review of Security, Defense, Development and Foreign Policy, un rapport très costaud, comme il s'en est pas fait depuis la guerre froide. Et il semble s'intéresser beaucoup à la résilience des infrastructures nationales. Puis là, on le sait, bon, dans les pays des Five Eyes, il n'y a que le Canada qui a été peut-être un peu plus laxiste par rapport à la question de Huawei. Et le Royaume-Uni semblait peut-être un peu plus s'inquiéter quant à la propriété de certaines technologies que le gouvernement utilise. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire, qui inquiète ou qui interpelle le comité pour une éventuelle étude? La question immédiate sur Huawei et l'utilisation de cette technologie n'est pas une question qui a été adressée par le comité. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, ce que le Royaume-Uni a fait
l'étude globale, c'est quelque chose de quand même assez extraordinaire, quelque chose qui n'a pas été fait au Canada depuis des décennies. Comment tout s'attache, tout s'organise, est-ce qu'on est efficace, est-ce qu'on a vraiment value for money, comme on dit en anglais. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire et c'est une question dont le comité a parlé un peu, mais n'a pas encore eu le temps d'adresser parce qu'on est tellement maintenant pris avec d'autres revues dans le domaine cyber, avec les affaires extérieures, le ministère et aussi la GRC. Donc, mais c'est une excellente suggestion, je pense, à voir comme inspiration. Merci. Et parlant justement rapidement de la technologie, est-ce que le comité peut avoir un rôle à jouer au niveau des T12, là, le groupe qui veut lutter contre l'utilisation par la Chine des technologies de façon non libérale? Est-ce que ça peut être intéressant aussi comme sujet? Peut-être, mais encore une fois, ce n'est pas un sujet qui a été discuté ou présenté au comité. Et on est très, très discipliné à cet égard. On parle seulement, on touche seulement dans nos rapports ce qu'on a traité ensemble comme comité. Donc, mais ce sont des suggestions excellentes. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Normandin. Et maintenant, nous poursuivons avec M. Harris pour 6 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci, M. McGuinty, d'être parmi nous ce soir. Et j'apprécie beaucoup le travail que vous avez fait sur le CPSNR. J'aimerais que l'on parle un petit peu de l'ingérence étrangère au Canada en ce qui a trait aux activités criminelles. Des choses comme, par exemple, le blanchiment d'argent, comment cela impacte les activités au Canada, les activités des gangs criminalisés, et certains, donc, ont une connexion avec l'ingérence étrangère. Alors, vous avez des estimations dans votre rapport qui indiquent qu'on parle de 100 milliards de dollars d'investissement au Canada par le blanchiment d'argent. Bon, investissement, j'utilise le mot de façon assez lâche. Alors, investissement dans les casinos, dans l'immobilier, et ce sont des exemples domestiques qui ont fait l'objet de discussion. Mais on parle aussi, en fait, de ce qui se passe du côté du SCRS et de la GRC. Dans votre rapport de 2018-2019, on parle d'un projet Sidewinder qui fait référence à un document produit par Anne Brady qui a comparu devant nous. Elle le compte sur une ébauche de projet fait par la GRC et le SCRS. Alors, ça s'appelle le Sidewinder. Alors, elle parle en fait de l'ingérence étrangère de la Chine et des activités des gangs criminalisés. Alors, c'est cette fuite de rapport à partir de cette ébauche a été décriée par le CERC en 1999 et en 2000. Et on a dit que cela ne répondait pas aux normes de la rigueur scientifique. Et on a aussi noté qu'on avait réexaminé le rapport et qu'une version actualisée avait été publiée plus tard. Mais en fait, malheureusement, donc, le rapport du CPSNR ne fait pas référence à ce rapport Sidewinder. Alors, est-ce que ceci doit être réexaminé par le CPSNR ou est-ce que c'est un oubli? J'aimerais demander à mon directeur d'opération et de recherche de répondre à cette question parce que je ne veux pas me tromper. Il s'agit d'une question très pointue qui porte sur un document très précis. Merci, Monsieur le Président. La seule chose que je puis dire là-dessus, c'est que nous n'avons pas à demander d'avoir ce rapport précis. Je pense que si on le demandait, en fait, nous pourrions l'obtenir, mais nous ne l'avons pas demandé. En ce qui a trait à Mme Brady, oui, elle y a fait référence, mais lorsqu'on a fait référence au rapport de Mme Brady, c'était dans un esprit plus vaste. C'était en fait dans le cadre d'un examen scientifique qu'elle a fait. Ma préoccupation, c'est que l'idée
de ce blanchiment d'argent et des activités de gangs criminalisés qui ont cours au Canada. Ceci a été identifié comme se rapportant à de l'interférence ou de l'ingérence étrangère. Et votre rapport de 2020 n'en parle même pas pour ce qui est d'ingérence étrangère. On parle du fait qu'il y a une influence commerciale et on reflète comment cela touche l'immobilier. On parle... Bon, il y a un renvoi en bas de page au paragraphe 90 où on dit la façon dont les gangs criminels chinois font du blanchiment d'argent, ce qui a un impact sur l'immobilier dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique. Et je trouve bizarre, en fait, qu'on ne fasse même pas référence à la version actualisée de ce rapport Sidewinder. Je me demande pourquoi, en fait, ceci n'est pas mentionné dans le rapport de 2020, alors qu'on y a fait référence dans le rapport de 2018-2019. C'est une omission que je ne peux expliquer, M. Harris. Je pourrais certainement vous revenir avec la réponse. Cependant, je pense que le rapport parle de la recherche de groupes criminels, combien parmi ces groupes sont considérés comme étant des menaces à la sécurité nationale. Certains de ces groupes sont transnationaux et on dit qu'il y a des enquêtes qui se font en ce qui a trait au crime organisé transfrontalier. On parle des limites de FinTrack et de sa capacité de retracer l'argent transfrontalier qui vient au Canada pour être blanchi. Pour ce qui est de ce point précis, à moins que M. Jorgensen n'ait plus d'informations, je peux revenir là-dessus, en fait, avec la réponse. J'ai très peu de temps qui me reste. Mais est-ce que le CPSNR serait intéressé à savoir dans quelle mesure il y a une influence du gouvernement chinois là-dessus? Et s'il y a une étude qui est faite ou qui a été faite pendant des décennies par les agences de sécurité? Il semble qu'il y ait ici un manque d'études approfondies sur ces activités. Je pense que ce serait intéressant d'étudier la question de façon approfondie. Je ne pense pas que... En fait, nous avons un rapport de 29 000 pages. Nous avons fait notre possible. Donc, je ne peux pas dire que le travail n'ait pas été approfondi de notre part. Mais je vais assurer un suivi à votre question. Merci, M. Harris. Deuxième ronde. Nous devons finir à 21h30. Nous commençons par Mme Stubbs. Vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonsoir, Monsieur McQuinty. Je suis ravie de vous revoir devant ce comité. Comme vous l'avez bien dit dans vos commentaires aujourd'hui et dans le rapport CPSNR de 2020 qui dit qu'une menace d'ingérence étrangère et de cybermenaces continue de croître et que la Chine et la Russie sont les principaux coupables et qu'il s'agit là, en fait, des menaces à long terme les plus importantes pour la souveraineté et la sécurité du Canada. Le rapport annuel du CPSNR de 2018 dit que la Chine elle s'ingère, en fait, la Chine fait beaucoup d'ingérences étrangères et essaie d'influencer la diaspora chinoise et les collectivités chinoises qui vivent au Canada et qui essaient aussi de s'ingérer dans le contenu des médias chinois. En fait, on parle de menaces multicouches vis-à-vis des universités, des politiques, des milieux de la recherche et de la technologie, des milieux scientifiques aussi. Donc, leur influence est partout. Je pense qu'il serait juste de tirer la conclusion qu'il est évident que la menace au Canada en provenance du PCC de la Chine continue d'évoluer, continue de croître. Pour nous tous, pourriez-vous mentionner les mesures prioritaires les plus importantes que le gouvernement devrait mettre en œuvre pour combattre cette ingérence étrangère de la Chine qui menace la sécurité nationale du Canada? Par exemple, en fait, on a déjà posé de multiples questions sur cette question. Les États-Unis ont procédé à plusieurs arrestations à cet égard. Au Canada, pourtant, aucun élu et aucun politique ne peut nous dire que de telles activités ont cours. Quelles sont les principales priorités que le gouvernement devrait mettre en place, en fait, pour protéger les Canadiens? Excellente question. Dans le rapport de 2019, nous parlons de ces
trois domaines, en fait. Influence sur les médias, sur les universités, influence sur les politiques canadiens. On essaie de ventiler cela par secteur, comme vous l'avez dit. Mais nous avons aussi maintenu le nombre de recommandations dans notre rapport de 2019 à un petit nombre, en fait, 2 recommandations. Et la recommandation porte sur cette stratégie exhaustive pour lutter contre cette ingérence étrangère et pour renforcer la résilience. Au paragraphe 987 de ce rapport, on parle de ce qui doit être fait secteur par secteur, comment on devrait traiter chacun de ces secteurs. What are the short and long-term risks to Canadian y compris le risque aux institutions canadiennes et le risque que pose cette ingérence étrangère. Alors, les vulnérabilités ciblées par les États hostiles, et on poursuit en donnant un plan de travail pour cette approche pan-canadienne qui serait très importante pour que l'on renforce nos mesures à cet égard. Alors, une recommandation qu'on a faite 2 fois au gouvernement et au premier ministre. La recommandation est la suivante, que les députés et les sénateurs devraient être informés et briefés en détail sur les activités d'ingérence étrangère auxquelles ils font l'objet après avoir été assermentés. Parce que, comme quelqu'un l'a dit dans le panel précédent, plusieurs, en fait, des politiques ne comprennent pas toujours ce qui se passe autour d'eux. Par conséquent, nous avons maintenu nos recommandations au nombre de 2 et la recommandation numéro 5 présente une ventilation de ce qui doit être fait secteur par secteur. Merci. L'Australie a adopté une politique à plusieurs volets pour lutter contre cet enjeu. Je ne sais pas si vous pouvez nous faire part de vos observations, mais qu'est-ce qui retient le Canada? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, sachant que ça se passe depuis les années 90? Vous avez dit qu'on vous signale que les gens ne savent pas à qui s'adresser, ils ne veulent pas aller voir la police, etc. Quels sont les obstacles et quelles sont les solutions précises à ce problème? Je ne suis pas bien placé pour le faire. Je peux vous diriger vers le document de M. Blair, le document de 18 pages. Désolé, M. McGuinty, il faut que je vous interrompe. Je dois donner la parole à Mme Yep pour 5 minutes. Merci, ravi de vous voir, M. McGuinty. C'est votre 3e rapport annuel et cette version, la 3e, n'est pas la première à parler de l'ingérence étrangère. Le SCRS nous en parle de plus en plus. Bien que l'ancien directeur du SCRS en 2010 avait tiré la sonnette d'alarme sur l'ingérence de la Chine, le ministre de la Sécurité publique avait décrit cela comme regrettable. Le SCRS a contacté plus de 225 entités au Canada et informé près de 2000 intervenants. Quels sont les efforts du SCRS qui sont faits pour sensibiliser les différents intervenants à l'importance de cet enjeu? Bien, je pense que le comité dirait qu'il est encourageant de voir le SCRS et son directeur chercher à mobiliser davantage, à expliquer l'importance de ces risques et de ces menaces et la possibilité de préserver les droits des Canadiens. Mais dans notre rapport de 2019, nous avons fait preuve d'une grande ouverture, d'une grande transparence et objectivité. Le président avait insisté pour que on mette l'accent sur la mobilisation des Canadiens, des institutions, des gouvernements pour leur expliquer ce qui se déroule vraiment. Donc ça faisait l'objet de notre rapport de 2019. J'espère que vous en avez copie. Nous avons été très transparents pour ce qui est de souligner ces problèmes. Où y a-t-il davantage de renseignements pour les universités?
Le SCRS rencontre régulièrement les administrateurs des universités pour leur expliquer les risques. Je dirais qu'il reste du pain sur la planche dans ce domaine. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a eu une décision de la province de l'Alberta de revoir les relations scientifiques de CISL avec l'administration chinoise. Les chercheurs universitaires tentent de savoir quelle est la meilleure façon de composer avec une telle situation et c'est certain qu'ils vont avoir besoin d'aide. Dans votre rapport, vous avez indiqué que de nombreuses menaces pesaient contre notre sécurité nationale, que le paysage change et que vous consacrez une attention particulière à l'extrémisme d'extrême droite. Ces acteurs ont à peu près 6600 canaux, pages, groupes et comptes en ligne et les Canadiens sont parfois plus actifs que leurs homologues américains ou du Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relever ce défi? Je dirais, Madame Yep, que le comité en est parvenu à la conclusion que de 2018 à 2020, c'était la différence la plus importante. C'est la liste des menaces qu'on a pu produire, de menaces qui pèsent sur les Canadiens. C'est le processus le plus approfondi pour ce qui est de déterminer ces menaces. Mais le plus grand changement, c'est l'augmentation de ces incels, ce qui est fort inquiétant. Il y a eu une augmentation considérable du nombre de groupes néo-nazis qui ne cessent de croître. Un certain nombre d'entre eux ont été désignés comme entités terroristes par le gouvernement. En fait, 4 groupes d'extrême droite ont été ajoutés à la liste par le gouvernement. C'est un bon point de départ, mais on tente de sensibiliser les gens. Et nous avons aussi fait savoir au public que la pandémie a particulièrement influencé ces activités. Ça les a rendues plus discrètes, plus insidieuses. Et les confinements et autres mesures contribuent probablement à cette tendance. La désignation de ces organisations, est-ce que ça fait partie du Code encadrant le terrorisme? En effet, le 3 février en 2021, le gouvernement a désigné 13 groupes supplémentaires comme entités terroristes et en a enlevé 7 autres. Donc, il y a 4 groupes, dont les Proud Boys et le groupe impérial russe, qui ont été désignés comme entités terroristes. Merci, Madame Yep. Merci beaucoup. On dit un peu à la blague, des fois, dans les partis d'opposition, que les gouvernements sont plus doués pour construire des tablettes pour émettre les rapports que pour suivre les recommandations qu'il y a dans ces rapports-là. Considérant que le comité a émis un rapport en 2019 qui faisait état, qui faisait des recommandations sur l'ingérence étrangère, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quels ont été les efforts fournis par le gouvernement depuis pour justement mettre en œuvre ces différentes recommandations-là? Merci, Mme Normandet. Je crois que pour débuter, je pense que le ministre Blair, partiellement en réponse à notre rapport, aussi en réponse à la motion de l'opposition dans la Chambre des communes, a produit, je pense, un document de 18 ou une vingtaine de pages qui a été circulé à tous les députés dans la Chambre, en démontrant ce que le gouvernement fait ou essaie de faire ou va faire. Mais ça soulève la grande question du réponse ou de la façon dont le gouvernement répond à nos recommandations. Et le comité pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de progrès possibles dans ce domaine. Nous avons déjà complété 7 revues, 3 rapports annuels. Nous avons produit, par exemple, 22 recommandations, etc. On passe beaucoup de temps sur ces rapports, ces recommandations. Donc, on pense que, puisqu'ils sont unanimes, sont non partisans et tous les partis et bicamérales, nous pensons que les recommandations sont plus
plus amenable, si c'est le mot, à la mise en œuvre. Donc, on attend plus d'efforts du gouvernement à répondre à ce qu'on recommande. Dans ce contexte-là, est-ce que ce serait pertinent d'avoir une nouvelle façon de procéder quand vous commencez une étude sur un sujet, qu'automatiquement on fasse aussi la revue des recommandations antérieures qui y ressemblent et comment on y a répondu? Vous avez lu exactement l'approche du comité. Nous avons discuté longuement sur cette question et nous pensons qu'il faut rapporter d'un rapport à l'autre les recommandations qui ont été faites, comme celui que j'ai mentionné il y a quelques minutes, le briefing obligatoire pour les députés et les sénateurs. Merci beaucoup, Mme Normandin. And now to Mr. Harris. Maintenant, M. Harris, pour les 2 minutes 30 restantes. Pour faire suite à ce que Mme Normandin vient de demander, vous nous avez dit que vous avez formulé 22 recommandations adoptées à l'unanimité, non partisanes. Avez-vous des plans qui consistent à revoir ces recommandations et à faire un rapport sur les progrès réalisés par le gouvernement au chapitre de ces recommandations? Parce qu'elles étaient unanimes et claires, donc, et elles méritent un certain respect, je pense. Je pense que vous avez fait preuve de diplomatie lorsque vous avez dit qu'il y avait du pain sur la planche pour mettre en œuvre les recommandations. C'est une bonne façon de dire qu'elles n'ont pas été suivies. Alors, que compte faire votre comité, peut-être par l'entremise d'un rapport spécial sur le respect de ces recommandations, en indiquant ce qui fait défaut, par exemple? C'est une excellente question. C'est quelque chose dont est vraiment saisi le comité. Je ne veux pas être diplomate, je veux être direct. C'est énormément de travail que de produire des recommandations non partisanes. Nous avons délibéré longtemps. Nous voulons émettre des recommandations qui améliorent la situation dans le domaine de la sécurité et du renseignement et pour protéger nos droits et nos libertés. J'ai parlé au Premier ministre de cela. J'ai parlé à son conseiller en sécurité nationale et en renseignement. Et nous pensons qu'une réponse substantielle à nos recommandations accroîtrait la sécurité nationale et renforcerait les efforts de renseignement. Il y a un organisme qui a un protocole d'entente avec le gouvernement en Australie, mais au Canada, peut-être que nous pourrions envisager quelque chose de semblable. Pour faire le suivi de ces recommandations, 2 de ces recommandations se trouvent reflétées dans des lettres de mandat de ministres. Des représentants de mon parti siègent à ce comité et je sais que vous y abattez un travail considérable. Je vous en félicite et vous en remercie. Merci, Monsieur Harris. C'est une bonne façon de conclure. Merci, la séance est levée.